Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h34, le grand débrief de l'actualité jusqu'à 9h. Avec vous, au 0826 300 300. Nos invités, débatteurs aussi. Éric Revel est resté avec nous, bien sûr, comme chaque matin. Hashtag on en parle, justement, on va évoquer Donald Trump. Je le disais, il est allé un peu à la sulfateuse, il a pris la parole à la tribune des Nations Unies. C'était son premier discours, d'ailleurs, à l'ONU depuis quelques années, depuis 2020, Benjamin Glaise. Oui, effectivement, il a été à la sulfateuse, il s'est lâché, en tout cas le président américain, sur le réchauffement climatique. Tenez, par exemple, il dénonce une arnaque, et puis à propos de l'immigration, il accuse notamment l'ONU de soutenir, de financer l'immigration illégale. Il assure par ailleurs que Londres va tomber dans la charia, ce sont ses mots. Et plus globalement, Donald Trump a tenu un discours très dur à l'égard de toute l'Europe. Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen before. Illegal aliens are L'Europe est en sérieuse difficulté, dit-il. Elle est envahie par des migrants clandestins. Le président américain qui décrit une situation intenable et il dénonce l'inaction des gouvernements européens à cause, selon lui, du politiquement correct. Et Donald Trump d'ajouter que si l'Europe ne met pas fin immédiatement à l'immigration illégale, alors... Your countries are going to hell. Eh oui, dans ce cas-là, vos pays, les pays européens, iront droit en enfer. Oui, non mais c'est très cash, évidemment. Alors c'est pas complètement nouveau, il l'a déjà dit à quelques reprises, mais là tout de même à l'ONU, nous sommes avec Michel Fayad, qui est analyste politique, géopolitique, pour analyser et décrypter le Trump. On sait qu'il est assez provocateur quand dans ses déclarations, ses prises de position. Bonjour Michel Fayad. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Que pensez-vous, comment analyser ce discours de Donald Trump ? Donald Trump a fait du Donald Trump, c'est-à-dire il est allé à tout va, comme vous l'avez dit, sur l'Europe, il est allé sur les valeurs, contre l'environnement, et puis vous avez vu, même après son discours, il a même parlé de l'Ukraine en disant que l'Ukraine pourrait carrément récupérer l'ensemble de son territoire. Donc en fait, il est allé assez loin sur tous les sujets. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut analyser ce qu'il dit? Est-ce qu'il a parlé vraiment pour les Européens ou encore une fois pour le public américain? Parce qu'en réalité, est-ce que, par exemple, pour l'Ukraine, est-ce que ça signifie qu'il va vraiment aider les Ukrainiens à reprendre leur territoire, ou alors c'est uniquement pour montrer aux Américains que les Européens vont encore payer pour acheter des armes américaines, en fait subventionner le complexe militaro-industriel américain? Oui, alors je rappelle ce qu'il a dit évidemment sur l'Ukraine. Il l'a dit après, lors d'un long tweet où il dit que grosso modo l'Ukraine va gagner la guerre, qu'elle va reprendre les territoires face à Poutine et que les Européens, enfin il dit, je crois les Polonais, les Estoniens peuvent frapper les drones russes, donc qui passent au-dessus de leur territoire. C'est ça. Là, il défend complètement l'OTAN et ça, ce discours, à votre avis, c'est pour qui? Alors justement, comme vous le dites, c'est pour les Américains, c'est au monde entier, c'est aux Européens? Mais c'est ça la question, ou alors c'est aussi un message qui est envoyé à Vladimir Poutine, une sorte de carte de vœux, où lui disant, voilà, moi je suis très déçu de tes apparitions avec le président chinois et le premier ministre indien, j'aimerais quand même que tu reviennes vers moi, et voilà, je te montre que je suis vraiment pas content. Donc il y a beaucoup d'interprétations possibles. On ne sait pas encore exactement ce que ça veut dire, parce que en parallèle, on sait que ExxonMobil est en train de négocier vraiment son retour en Russie. Donc on sait aussi que le retour d'ExxonMobil ne peut se faire qu'avec l'aval de Donald Trump. Donc on ne sait pas exactement. Il va falloir attendre les prochaines heures, les prochains jours pour en voir un peu plus clair. Et on a parlé des Européens, on a parlé des Ukrainiens, et il y a quand même aussi à relever qu'il a apporté son soutien une nouvelle fois à Javier Milei, l'Argentin aussi. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs en deux mots pour les auditeurs? Il a apporté son plein soutien parce qu'il y a les élections de mi-mandat en Argentine. Et donc, il a apporté son soutien au président argentin. Et d'ailleurs, vous savez, les Israéliens ont reconnu la souveraineté argentine sur les îles Falkland.
en réaction à la décision britannique de reconnaître l'État de Palestine. Oui. Alors sur la Palestine, justement, il dit que ce qu'a fait et ce qu'a dit Emmanuel Macron à l'ONU est une récompense du Hamas. D'ailleurs, ils se sont entretenus à ce sujet, quoi. Hein. Mais il a raison. En réalité, je veux dire, et c'est ce que pense aussi la majorité des Français. Il faut aussi se rappeler une chose, et qu'Emmanuel Macron semble avoir oublié, c'est que le 7 octobre, il n'y avait pas que le Hamas qui a participé au massacre. Il y avait le djihad islamique et aussi les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Et les brigades des martyrs d'Al-Aqsa appartiennent au Fatah, qui appartient à l'OLP, qui est dirigé par Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Donc, quelle est la valeur des mots de Mahmoud Abbas lorsqu'il condamne les massacres du 7 octobre, quand il y a lui-même participé à travers les brigades des martyrs d'Al-Aqsa? Et est-ce que c'est mieux de coopérer avec Mahmoud Abbas que le Hamas? Sur le papier peut-être, mais en réalité les deux ont participé au même massacre. Merci Michel Fayad, restez avec nous. Éric Revel. Je trouve ça très intéressant ce que vient de dire notre expert, parce que je relisais une partie du discours d'Emmanuel Macron à l'ONU. L'implication de l'OLP et du Fatah est évidemment engagée dans le pogrom du 7 octobre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans son discours, Emmanuel Macron dit la chose suivante. Le président Mahmoud Abbas a pris l'engagement auprès du prince Mohamed bin Salman, donc en Arabie Saoudite, et moi-même, il a condamné avec force ces attaques terroristes 7 octobre. Ben non, les martyrs Al-Aqsa, ils font bien partie du Fatah, qui lui-même fait partie de l'OLP. Donc ils ont participé directement ou indirectement au massacre du 7 octobre. Et il rajoute, le chef de l'État, il a affirmé, Mahmoud Abbas, son soutien au désarmement du Hamas. C'est curieux. Et s'est engagé à l'exclure de la gouvernance à venir de Gaza, comme de l'ensemble du territoire palestinien. Donc si vous voulez, le président de la République qui fait un discours et tout pas en avant vers la paix est le bienvenu. Mais là, quand même, pardonnez-moi, je le redis parce que je l'ai dit hier dans l'émission de Valérie Expert, mais on a l'impression, quand on écoute le chef de l'État, que c'est oui qui part en vacances, si vous voulez. Mais comment est-ce qu'il veut imaginer? Il veut aussi... Mais attendez, mais relisez le texte. C'est plein de bonnes intentions. Mais ce ne sont pas les bonnes intentions qui vont faire avancer la paix entre Israël et Gaza. C'est pas possible. Donc, non, mais il y a un sujet de fond. Michel Fayad, est-ce que à travers son discours aussi, Donald Trump veut montrer qu'il est toujours, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le maître du monde? Oui, mais bien sûr, en tout cas, cette reconnaissance faite par la France ne change rien en réalité sur le terrain. Le seul changement qu'il pourrait y avoir, c'est si jamais les États-Unis eux-mêmes décident de reconnaître l'État de la Palestine. Dans ce cas-là, oui, il pourrait y avoir un impact réel. Mais Donald Trump a fermé cette possibilité hier. Exactement. Donc, à part énerver les Israéliens, cette mesure et faire donner de la joie au Hamas et au Fatah, ça n'apportera rien sur le terrain. Donc, et je rappelle que on raconte que 150 pays ont accepté de reconnaître l'État de Palestine, mais je rappelle que ces reconnaissances ont eu lieu dans la plupart, plus de 100 en fait, dans les années 80, à la demande de l'URSS et de ces pays tiers-mondistes liés à l'URSS à l'époque. Et donc, la France vient s'aligner sur, en réalité, une reconnaissance soviétique de l'époque. C'est ça qui est quand même catastrophique. Et ce qu'on oublie, et qui est assez grave aussi, c'est que depuis les années 80, et c'est-à-dire au moment même où Arafat avait déclaré un État de la Palestine, je crois que c'était le 15 novembre 88, 3 jours plus tard, il avait fait une lettre à la Ligue arabe, qui était représentée par la Jordanie à l'époque, où justement il demandait une confédération avec la Jordanie. Et ce courrier avait été transmis au Conseil de sécurité des Nations Unies et à son secrétaire général. Et depuis, au moment des accords d'Oslo, aux négociations de Camp David II en 2000, c'est-à-dire à chaque fois, la demande n'était pas la création d'un État palestinien, mais la création d'une confédération avec la Jordanie. Donc, il n'y a pas de possibilité de réellement de viabilité pour un État palestinien en dehors de la Jordanie, qui, je le rappelle, faisait partie de la Palestine mandataire. C'était en réalité même les 3/4 de la Palestine sous mandat britannique. Oui, c'est vrai. Bon, évidemment, là, donc on fait un peu de la géopolitique sur évidemment le Proche-Orient et la structure possible par la suite de ce qui pourrait advenir. Dans un instant, je vous donne la parole. C'est Patrick qui est avec nous. Bonjour Patrick.
Bonjour à tout le monde. Oui, on va parler, je voudrais votre réaction, comme d'autres auditeurs qui nous appellent, sur la prise de parole de Donald Trump. On y revient dans un instant. Et puis aussi sur cette chasse aux riches, par ailleurs, qui est lancée en France. Éric Revel nous donnera quelques informations aujourd'hui à propos du meeting qui doit être organisé par les patrons. Il a quelques infos, il va tout nous dire. Attendez. Si, évidemment, vous êtes trop modeste. Vous êtes bien sur Sud Radio, 9h moins le quart. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Quel discours de Donald Trump, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais à chaque fois, évidemment, ça déménage. C'est ce que l'on disait avec Michel Fayad qui nous a décrypté tout cela à l'instant, que je remercie d'ailleurs pour son décryptage. Patrick est avec nous de Livry-Gargan. Pour revenir, effectivement... L'une des questions qu'on se posait, Patrick, c'était est-ce qu'il s'adresse aux Américains ou il s'adresse au monde entier? Qu'en avez-vous pensé? Je ne vais pas vous demander d'être expert en géopolitique, mais tout de même, comme nous, quoi, on réagit évidemment tous à ce discours. Je pense que la grille de lecture de Trump, elle est assez simple. Il le dit lui-même, America First, et puis c'est surtout America Only. Donc là, il se retrouve à la tribune des Nations Unies, mais je pense qu'il se fiche un peu de ce que vont penser les Français, les Australiens ou les Japonais de son discours face au monde. Parce qu'en fait, là, normalement, quand on est à l'ONU, on s'adresse au monde. Et il ne s'adresse toujours qu'aux Américains. Et donc, d'ailleurs, que sur des thèmes qui l'intéressent lui. Donc, en gros, son positionnement politique face au reste de la bien-pensance, comme lui le signifie, contre le politiquement correct, contre donc ses ennemis. Je dirais, c'est toute l'Union européenne par définition est un ennemi idéologique, et donc il détruit cet ennemi idéologique. Mais à aucun moment il ne fait état de structure de droit ou autre, ce qui est même une révolution pour les Américains, parce que je dirais ce qui a caractérisé les États-Unis depuis la déclaration d'indépendance de 1776, c'est un texte et des textes très précis sur justement l'organisation des relations entre les habitants des États-Unis. Et là, je dirais, on est dans l'émotion pure, toujours, les méchants, les bons points, mais jamais ou rarement des faits de droit ou de principe, je dirais, juridiques. Donc là, il s'adresse à l'ONU et au monde, mais en fait, il s'adresse qu'à son public, en ayant des marottes régulières. Et sur l'Ukraine, dans ses discours après Ukraine, finalement, on est toujours dans l'émotion, on n'est pas du tout dans les droits. Donc là, il nous dit qu'il est déçu, que son pote Poutine n'a pas répondu tel qu'il l'aurait souhaité. Donc si c'est son pote. Si, c'est ça, il pensait on est amis. Donc je pensais que quand je viendrais au pouvoir, en 24 heures, on discuterait entre gars qui savent discuter, et ça serait résolu. Et à aucun moment, donc là, il le pique en disant l'Ukraine va gagner, voire même, il le provoque un petit peu en disant qu'ils peuvent aller au-delà. Et c'est vrai que pourquoi pas Belgorod, Koursk ou d'autres villes. Mais sur le fond, à aucun moment, il reprend, et c'est la même logique, des éléments de droit international. Il dit pas que il y avait un mémorandum de Budapest, il y a un respect des frontières et que la Russie a violé le droit. Il dit juste, c'est un drame. Il y a des milliers de morts par semaine et c'est très dommage. Ouais. Michel Fayad, vous êtes toujours avec nous. Ce que dit Patrick, vous êtes d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord que c'est vraiment aux Américains qui s'adressent d'abord, à mon sens, et parce qu'on s'est habitué, donc avec Donald Trump, au niveau international, de dire une chose et dire un petit peu son contraire quelques temps après. Par contre, il a des constantes, et l'une d'entre elles, c'est par exemple ce qu'il a dit devant Emmanuel Macron hier, c'est que Israël c'est son allié, et ça il va pas y changer. Et je pense qu'il a aussi une autre constante, c'est le fait qu'il veuille se réconcilier avec la Russie d'une manière ou d'une autre, faire du business avec la Russie. Et puis montrer aux Européens que l'Europe est en déclin, l'Europe c'est la démesure, l'Europe c'est la perte des valeurs, l'Europe c'est le wokiste, et c'est pour cela en fait qu'il y a un certain rapprochement avec la Russie possible, parce qu'avec elle, au contraire,
ils partagent les valeurs. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Michel Fayad. C'est intéressant. On y reviendra d'ailleurs, en tout cas, sur ce discours de Donald Trump. Il y aura pour comprendre ce qu'il y a dans la tête des Républicains. On sera ce midi chez André Berkoff avec Nicolas Conquer, qui est justement le porte-parole de Republican Overseas. On passe à l'autre sujet. Il nous reste quelques minutes avant tout à l'heure 9h et la vérité en face sur ce que l'on disait avec cette forme de chasse aux riches. Alors c'est un grand mot quand même qui est utilisé, mais c'est ce que disent certains patrons. J'avais Denis Père, un entrepreneur, qui disait ce matin, bah oui, c'est ça, il y a la taxe Zuckman et maintenant il y a Piketty qui voudrait carrément poursuivre les patrons, même dans les aéroports, des patrons qui n'auraient pas payé leur taxe de 2%, c'est mise en place. Non, le mot est pas trop fort, c'est une chasse à l'homme qui s'organise. C'est ça. Et il se révolte un peu, vous nous l'avez dit, Éric Revel tout à l'heure, c'est-à-dire que les patrons vont se réunir en meeting, c'est ça, dans quelques jours. Alors ils vont se réunir en meeting. Alors on parle du parc Expo de Villepinte dans le nord de Paris. Ah oui, d'accord. Parce que en réalité, vous vous souvenez. Bon, peu de gens s'en souviennent, mais j'ai vérifié, en 1984, vous voyez, avant le MEDEF, il y avait le CNPF, qui était présidé par Yvon Gattaz, le père de Pierre Gattaz, qui était président du MEDEF, et en 84, ils avaient organisé un immense rassemblement du même genre, où eux, ils essayaient évidemment de remettre la politique économique de François Mitterrand à l'époque, vous savez, 80-83, dans les rails. Donc ça peut être Villepinte, ça peut être aussi, parce qu'ils ont tenu leur réunion d'été, les universités d'été du MEDEF, qu'on appelle la REF, à Roland-Garros. Vous avez vu, depuis qu'on ferme le toit, ça s'est tenu là, la reste. Oui, mais alors, je trouve pas le symbole terrible quand même, d'être à Roland-Garros pour les patrons. C'est là où ils ont tenu leur université d'été. Moi j'ai trouvé ça un peu choquant. Alors vous êtes plutôt pour que ça se tienne dans le nord de Paris, dans un lieu. Oui, ou je sais pas, un autre, ou un stade. Alors après, si vous mettez dans une grande salle 20 000 personnes, il faut la remplir. Ah oui, bien sûr. Non, mais ça c'est pas évident. Je crois que les patrons de PME et de TPE, si vous voulez, il faut penser à eux, parce qu'il y a eu beaucoup de défaillances d'entreprises. Les patrons de PME et de TPE dans ce pays qui font l'emploi en ont gros sur la patate. Ils en ont gros sur la patate. Bien sûr. Bon, on va suivre ça. Qu'en pensez-vous, Lionel, 0826 300 300. Lionel est avec nous. Bonjour Lionel. Oui, bonjour à toute l'équipe. Oui. Qu'en pensez-vous? Et je disais, c'est peut-être un peu fort ce mot, mais Éric Revel dit il faut l'assumer. Il y a une forme de chasse aux riches. Qu'en pensez-vous? Il y a une sorte de chasse au pognon, mais après, est-ce que aller taxer des grands patrons un peu plus que ce qu'ils sont déjà, est-ce que ça va changer quelque chose? On parle de 1800 personnes qui seraient taxées. Avant de penser à les taxer, on peut aussi arrêter d'aider leur société. C'est-à-dire que les crédits d'impôt recherche, les choses comme ça, qui sur des boîtes qui génèrent quand même énormément de thunes, je suis pas persuadé que ça soit très pragmatique. Et au sujet des taxes, moi cette année, j'ai eu la chance, entre guillemets, de devoir payer la surtaxe supplémentaire qui se rajoute à toutes les taxes de 2,5% au-dessus de 250 000 euros. Ça fait très plaisir, parce que concrètement, tu te dis, tiens, je suis quand même allé jusqu'à 250 000. Mais concrètement, on m'a déjà tapé 76%. Moi, je veux bien, si tu veux, payer un petit peu plus. Mais il y a un moment donné, les 80 heures que je fais, ou 80 ou 90 heures que je fais semaine, et tout seul, il faut bien qu'à un moment donné, je gagne ma vie, quoi. Et si c'est de la jalousie, si les gens se disent mais ils gagnent vachement plus, ok, je gagne beaucoup d'argent, vous avez qu'à faire ce que je fais, et puis voilà, et puis après on en reparle. L'argent en soi, en France, on a un gros problème avec l'argent, il y a beaucoup de jalousie. Moi personnellement, un mec comme Bernard Arnault, j'ai aucun problème à ce qu'il gagne énormément d'argent avec LVMH. J'ai un peu plus de problème avec l'État qui lui file énormément de pognon finalement pour aider sa société finalement, et en fait il y a beaucoup d'argent qui part en dividendes. Ça me pose un peu plus de problème, mais en soi, moi je pense qu'ils sont largement assez pétrés, et ils ne font que de l'optimisation fiscale. Moi j'ai pu me payer un gestionnaire patrimoine qui me fait de l'optimisation. Oui, parce qu'au final tu te rends bien compte que, moi je sais pas si tu te rends compte, mais je suis passé de SAS, c'était le montage qui était intéressant il y a 7 ans, je viens de passer en SARL, parce que à l'époque ça l'était pas, aujourd'hui ça l'est un peu mieux, ça m'a fait gagner 24 000 euros, mais ça moi j'aurais si j'avais pas pris quelqu'un pour optimiser. Non, mais c'est vrai que on est assez taxé. Et c'est vrai que les très grandes entreprises ont de très bons conseillers, et qu'il y a eu de l'optimisation. Ça, Denis Père me disait non, pas à ce point-là. Mais c'est vrai, il y en a eu, bien sûr. Mais d'ailleurs, les grands patrons ne sont pas contre payer en fait des taxes. Mais là, ce qui est
ce qui est envisagé par Zuckman, c'est particulier parce que c'est sur le patrimoine, enfin la valeur de l'entreprise qui fonctionne. On sait pas trop. Mais il faut pas nous en vouloir quand je vois comment le président de la commission des finances, Éric Coquerel, maîtrise le dossier, si vous voulez, c'est-à-dire nul. Bon. Ah bon? Nul. Vous l'avez vu. Il confondait patrimoine, chiffre d'affaires, profit. Il a un DESS de quoi? D'économie? Peut-être de sociologie, je sais pas. Non. Enfin, j'ai rien contre les sociologues, mais pardon, à un moment donné, c'est vrai que il est président de la commission des finances. Il sait pas de quoi il parle. Il y a un sujet quand même. Allez, nous en parlerons avec Jean-François Aquili, d'ailleurs, tout à l'heure. L'économiste Piketty menace les riches de prison s'ils quittent la France. Est-ce qu'on va trop loin? C'est la question qu'il pose et que nous vous posons sur les réseaux sociaux. Nous verrons ça et vous pouvez évidemment nous appeler 0826 300 300.